Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Bienvenue à Fibre Extra. Aujourd'hui, les entrepreneurs du Québec évoluent dans un contexte économique qui est complexe, marqué par l'incertitude financière et la pression constante sur leurs activités. Consciente de ces défis, Maine propose Parapluie, une solution pensée pour préserver la santé physique et psychologique des entrepreneurs. Pour en discuter et présenter cette initiative, nous recevons Louis-Félix Binette, cofondateur et directeur général de Maine. Louis-Félix, bienvenue à Fibre Extra. Bonjour, merci. C'est un plaisir de te recevoir. Je ne connaissais pas Maine quand j'ai lu le dossier. J'ai dit, OK, bel organisme, bel OBNL, vraiment au service des entrepreneurs qui veulent se lancer, mais des fois ont besoin d'un bottin, tu sais, comme on avait dans le temps. Tu n'as peut-être pas connu ça, mais moi, j'avais ça. Non, mais j'avais un bottin, puis là, tu pouvais avoir tout répertorié, là, l'information. Alors, parle-moi un peu de Maine. C'est quoi Maine exactement, puis pourquoi l'avoir mis au monde? Oui. Bien, Maine, on est né il y a 10 ans. D'une volonté de certains acteurs qui apparaissaient dans le paysage de l'accompagnement entrepreneurial, des incubateurs, accélérateurs pour start-up, une volonté de se mettre ensemble puis de travailler ensemble pour mieux servir les entrepreneurs. Parce que, oui, on a beaucoup de ressources au Québec pour accompagner les entrepreneurs, mais on a un grand territoire aussi, donc les ressources sont diffusées sur le territoire, les entrepreneurs sont partout sur le territoire, et on ne veut pas recréer toutes les mêmes ressources partout dans chaque région, communauté, collectivité. Donc, le but de Maine, c'est de faire la mise en commun de ces ressources-là. Aujourd'hui, on compte dans l'univers Maine plus de 500 personnes qui se lèvent chaque matin pour accompagner les entrepreneurs, qui font partie de notre cercle des professionnels de l'accompagnement. Quand même. Je pense qu'on a à peu près 200 organismes un peu partout au Québec qui offrent des services pour les entrepreneurs qui sont en démarrage. Et là-dessus, à peu près une trentaine d'accélérateurs incubateurs là, qui vont offrir des programmes puis des infrastructures spécifiques pour les jeunes entreprises technologiques. Et là, vous avez senti le besoin d'ajouter une corde un peu à ce que vous faites, Parapluie. Vraiment comme un parapluie, là, c'est imagé, mais quand même, c'est ça, là. Vous voulez un peu protéger par le parapluie l'entrepreneur, du moins dans divers créneaux, parce que vous vous êtes aperçu, Louis-Félix, que les gens faisaient le saut dans l'entrepreneuriat, un peu comme si on faisait le saut dans le vide. Hein? Tu as beau avoir la passion, tu as beau avoir un beau projet, tu as la drive entrepreneuriale de dire, il faut que je fasse de quoi, sinon je vais le regretter de ne pas avoir fait le saut dans ma vie. Mais en demeure pas moins que ça l'emmène une certaine forme d'insécurité jusqu'à un certain point, non? Absolument. Bien, déjà, le saut entrepreneurial, là, des fois, il va se faire à partir d'un contexte d'emploi. Donc, on peut lâcher son emploi ou avoir perdu son emploi pour faire le saut entrepreneurial. Et là, le saut entrepreneurial, il est plein de passion, il est plein de possibilités, il est plein de nouveautés. Mais rapidement, on peut s'apercevoir dans l'aventure entrepreneuriale que tout à coup, il y a des choses qu'on avait avant qu'on n'a plus. La sécurité, le chèque de paie qui rentre aux 2 semaines, les collègues, les enjeux de ressources humaines des collègues qui sont gérés par un département de ressources humaines que maintenant, il faut qu'on gère comme entrepreneur. Il y a plein de choses qui apparaissent comme « Oh, là, je suis en charge de beaucoup de choses » et beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup de choses d'incertitudes. On regarde les nouvelles, on est en train de préparer pour une exportation aux États-Unis. Hop, il y a des tarifs qui apparaissent. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes liées à ça. Et on a réalisé en parlant aux entrepreneurs qu'un des aspects qui manque le plus, c'est le filet de sécurité en matière de santé qu'on perd, parce que quand on est entrepreneur, on n'a pas nécessairement des avantages sociaux jour 1, on n'a pas accès au même filet social, même au même réseau social qu'on peut avoir dans une entreprise, de pouvoir parler de nos échanges avec les collègues. Bien, quand on est patron d'une entreprise puis on vit des enjeux, bien, on ne va pas en parler ouvertement nécessairement avec tous les employés parce qu'on veut garder une certaine forme de stabilité pour les employés. Donc, souvent, l'entrepreneur va se retrouver seul avec beaucoup d'incertitudes, des doutes. Et puis ces doutes-là, ils vont avoir un effet domino sur la santé de la famille. Parce que c'est l'entrepreneur, c'est un choix familial, entreprendre. Donc, c'est une personne qui peut prendre la tête de l'entreprise, mais oui. Donc, on ramène ça à la maison, puis là, on a le goût de ventiler un peu. C'est pour ça que nous, à la Chambre de commerce, on offre le service de mentorat. Donc, pour être capable de parler avec ton mentor un peu, juste pour ventiler un peu. Mais il reste que c'est une réalité que l'anxiété arrive, une anxiété pas seulement de performance, mais une anxiété aussi de dire, bien, attends, là,
J'ai des décisions à prendre que je n'avais pas à prendre comme salarié autrefois. C'est quelqu'un d'autre qui gérait cette situation-là. Mais là, en plus de... Parce que des fois, on se lance quand l'entrepreneur en pensant que, bon, ben moi, je fais des verres, j'aime ça dessiner des verres. Bien, c'est cool, je vais continuer à dessiner des verres. À un moment donné, ça prend une ampleur où là, tu gères des commandes, tu gères des problématiques de livraison, des problématiques là, de qualité, de fournisseurs, négociation de prix, pour que ton prix de revient ait un sens, pour que tu te claires un profit intéressant. Et finalement, tu te rends compte qu'au bout d'un an, tu ne fais plus de verre pantoute, là. Tu fais de la gestion, tu fais plus de la gestion en soi, en plus des ressources humaines, puis en plus d'écouter les gens qui disent, écoute, ça va pas un matin, on peut-tu s'en parler? OK. Fait que tu deviens un peu psychologue à ton heure. Mais qui devient ton psychologue à toi comme entrepreneur quand tu te retrouves dans ton auto tout seul? C'est un peu ça, là, j'essaie de faire le portrait. Là. Absolument. La plus grande victime là, de cette réalité-là de l'entrepreneur, c'est sa santé. Hein? L'entrepreneur, il y a toujours quelque chose de plus important à faire. Un appel d'offres à remplir, une crise au travail, une gestion d'enjeux ou de problèmes de communication. Il y a toujours mieux à faire que d'aller voir un médecin, d'aller consulter peut-être pour des enjeux de santé psychologique ou de gérer un petit problème juridique par rapport aux relations avec le propriétaire ou un locataire à la maison ou difficulté à trouver une garderie pour les enfants. Tous ces problèmes-là deviennent un peu secondaires, puis ils s'accumulent, puis ça devient difficile. Est-ce que l'entrepreneur en soi a plus de difficultés à démontrer son côté, j'allais dire faible, mais c'est pas ça que je veux dire. Il faut que tu demeures fort. Tu es devant ton équipe. C'est toi qui tiens les rênes comme entrepreneur. Alors, démontrer que tu as un problème quelconque de santé mentale causé par l'anxiété, causé par l'incertitude, causé par un climat qui est tout à fait différent auquel tu te dois t'adapter, pas toujours évident, là. De dire, ben oui, moi, j'ai ce problème-là. T'sais. Non, tout va bien. Tu sais, quand tu parles aux entrepreneurs, comment ça se passe? Top shape, c'est parfait. Tout est ticket-doux, c'est parfait. Business va bien, c'est parfait. Les commandes en masse, tout roule bien. Et pourtant, hier, il se posait la question à savoir comment il allait faire pour émettre ses payes cette semaine parce que c'est un peu plus difficile, les comptes à recevoir ne rentrent pas. Fait que là, tu vis sur ton fonds de roulement. Tu sais, c'est une réalité, là. Absolument. L'entrepreneur, d'abord, il doit projeter une certaine forme de force parce que la confiance qu'on donne à une entreprise est basée sur la force. Ensuite de ça, il y a tout le mythe, le personnage de l'entrepreneur super-héros là, qui travaille seul, qui réalise tout. T'sais, on voit les cas de succès, puis on voit les cas où ça va vraiment mal. Mais la plupart des gens se situent à quelque part entre les deux, puis essaient de tendre vers le cas de succès. Mais ce mythe du super-héros-là, on le sait, on s'est documenté, ça ne peut pas fonctionner. Maintenant, on a des entrepreneurs qui font le choix d'entreprendre parce qu'ils sont un peu... ils ont une plus grande tolérance au risque que la plupart des gens. Il y a des gens qui diraient, moi, je ne quitterai jamais mon emploi pour me lancer en affaires. Donc déjà, les entrepreneurs sont, on va dire, sont un peu fous de lâcher une bonne job, etc. Gambler, comme on dit. Un peu gambler. Ils ont le goût du risque. Ils ont envie de tenter des choses. Mais donc, un des éléments que nous, on cherche à combler, notamment par des initiatives comme Parapluie, c'est d'essayer de réduire le coût pour la santé de l'entrepreneur, puis de dire à l'entrepreneur, regarde, pour une coupe de 15-20$ par mois, prends soin de toi, OK? Prends-toi une petite assurance, entre guillemets, pour te backer en cas que ça aille mal, puis plutôt que ton coût ce soit de dire, je vais aller passer une journée à l'urgence pour peut-être me faire dire de retourner chez nous parce que ça fait 3 semaines que je tousse, prends la télémédecine, consulte un médecin en ligne, ça va te prendre 10-15 minutes, ou prends la télémédecine pour renouveler une prescription pour ta famille ou tes enfants. Donc, c'est juste une façon de réduire le coût perçu de prendre soin de soi pour que ça devienne quelque chose d'important. Parce que l'entrepreneur, là, sa santé, c'est un actif stratégique. Si tu ne prends pas soin de ta santé, c'est comme si tu ne prenais pas soin de ton argent, c'est comme si tu ne prenais pas soin de ta propriété intellectuelle, c'est comme si tu ne prenais pas soin de tes machines, c'est comme si tu ne prenais pas soin de tes employés. La santé de l'entrepreneur, c'est un actif. Il faut que tu sois vraiment là à 100 %, sinon le reste, il risque d'impacter, en fait, là. Ben oui, si tu n'investis pas dans ta capacité de te tenir la route, en bon québécois, on dit « toffer à run », si tu n'investis pas dans ta capacité de durer à long terme, toutes les autres actions que tu fais pour ton entreprise servent à quoi? Si tu te sens pas bien, tu te sens mal, puis tu sens que tu n'as personne à qui en parler, peut-être que tu devrais en parler à un professionnel. C'est quoi les signes avant-coureurs? Tu sais, pour qu'on sache que, oh merde, on est rendu là. Il faut que je consulte. Tu sais, tu dis, bien, on offre Parapluie, on a
ce système-là. Tu te prends une petite assurance qui ne coûte pas très cher. Tu disais, là, 15-20$ par mois, 200, 250, 300, peu importe. Mais ce n'est pas des chiffres astronomiques, mais qui protègent l'entrepreneur. Puis ça, c'est parfait, là. Surtout quand tu es une start-up ou surtout quand tu pars au début, tu as besoin d'avoir ces outils-là. Puis mieux tu es entouré, mieux c'est aussi, tu sais. Mais c'est quand le moment où tu te dis, ah, OK, là, je suis rendu là, tu sais. Comment tu fais pour le savoir? L'entrepreneur, le sais-tu ou c'est quelqu'un d'autre alentour? Parce que des fois, tu t'en rends compte un peu. Souvent, les gens vont consulter trop tard, même dans leur vie personnelle. Ouais. On dit souvent qu'il y a 3 choses qui font qu'une entreprise devient pas juste bonne, elle devient excellente. Ouais. C'est on fait quelque chose qui nous passionne, on fait quelque chose qu'on est bon à faire, puis on sait qu'est-ce qui ramène du profit. Quand la passion n'est plus là, souvent on se lance dans l'entreprise, là, comme tu l'expliquais, parce qu'on aime faire des verres, ou on aime servir les gens, on aime... Quand la passion n'est plus là, quand tu te lèves le matin et tu n'as pas envie de te pointer au travail, déjà, c'est un signe. Hey, c'est ta propre job que tu as créée pour toi-même, puis tu n'as plus envie de la faire. Ou tu n'as pas envie de la faire pour une certaine période. C'est pas supposé être ça. L'entrepreneuriat, c'est normal que ce soit difficile. Ça, il n'y a pas de problème. Facile. Ça ne devrait pas être souffrant. Ça ne devrait pas miner ton moral. Ça ne devrait pas miner ta vie familiale. Comme il y a une limite à un moment donné qu'il faut mettre. Puis la première façon de mettre les limites, c'est de reconnaître les signes avant-coureurs, de dire ah, là, j'ai peut-être besoin de ventiler. Ça peut prendre plusieurs formes. Hein? C'est pas nécessairement c'est pas une protection, une couverture santé, ça, mais d'avoir des pairs avec qui échanger, des cercles d'entrepreneurs, de participer à des activités type chambre de commerce, de trouver des gens qui vivent la même situation, de pouvoir échanger. C'est la première façon de désamorcer. Mais il faut être vraiment attentif aux signaux qu'on vit à l'intérieur. Parce que quand on commence à perdre l'envie, devenir amer ou aigri, ça, c'est des signes qu'on n'est plus en train de vivre le rêve, là. On est en train de porter le fardeau. Il faut être un peu à l'écoute de soi. Il faut vraiment prendre conscience un peu de comment on se sent, parce que ça va avoir un impact sur tout le reste. Absolument. Si moi, je suis pas bien, là. Absolument. Puis il n'y a pas de mal à consulter, bien au contraire. C'est grandir davantage, puis c'est d'aller s'outiller pour être capable d'être mieux équipé pour faire suite au ce qui s'en vient. Les meilleurs athlètes, là, les meilleurs athlètes, c'est eux qui sont le plus coachés. Ouais. Ils sont coachés sur tout. Ouais. Sur leurs compétences techniques, leur état mental, leur préparation, leur diète. Bien, comme nos meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui acceptent de se faire coacher. Écoute, c'est un sujet super intéressant. Je pense que c'est un organisme qui méritait d'être véhiculé, de parler. On en aurait parlé plus longtemps, c'est tout le temps qu'on avait, mais ça va tellement vite. Mais merci d'avoir été là. Un gros merci, Pierre. C'était fort intéressant. Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Bienvenue à Fibre. Depuis maintenant 50 ans, J.C. Perrault occupe une place unique dans l'univers de l'ameublement au Québec. Issu d'un petit commerce de village, l'entreprise s'est transformée en un chef de file reconnu à travers le pays. Porté par un savoir-faire familial et un désir constant d'innover, son histoire témoigne d'une vision entrepreneuriale guidée par la persévérance et la passion d'une famille vraiment déterminée à se dépasser.
Et aujourd'hui, pour en apprendre davantage sur cette évolution remarquable, je reçois nul autre que Martin Perrault, celui qui a repris un peu avec la famille. Tu es dans l'évolution avec ton frère, je crois, dans le temps. Alors, Martin, bienvenue à Fibre E. Merci. C'est un plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. On voulait parler de différentes formes d'entrepreneuriat. C'est ce qu'on fait à Fibre E. On fait découvrir l'entrepreneuriat sous tous ses angles. Et JC Perrault, bien, je pense que qui ne connaît pas JC Perrault, ça manque à leur savoir, donc à eux de le découvrir. Mais il reste que c'est une belle entreprise familiale qui est toujours aussi ancrée québécoise. Et là, maintenant, tu m'annonçais avant d'entrer en ondes que tu as ta fille, entre autres, et tes neveux qui, eux autres, ont décidé de poursuivre l'aventure. Donc, on est à quoi? 3e génération maintenant, là? Exactement. La Quand même. 3e génération a commencé chez nous. Ben, en fait, ma fille, ça fait 3 ans qu'elle est avec nous. Elle tout le côté finance, comptable agréé. Donc, plus de problème à ce niveau-là. Ensuite de ça, le fils et la fille à mon frère, parce que nous, on est 2 là, dans la famille avec mon père. Ils sont rentrés aussi dans l'entreprise, ça fait maintenant 1 an. Et puis, le côté marketing, le côté... en fait, c'est divisé par division chez nous. Il y a l'électroménager et le meuble. Électroménager, ma division. Le meuble, celle à mon frère. Et William, mon neveu, je suis après le coacher là, pour le monter et il devrait me remplacer, j'espère, quand même sous peu. Bon, ben c'est bon. Fait que là, Martin, qu'est-ce que tu vas faire? Ce sera pas facile. OK, ça va être une autre émission où on va t'inviter pour une autre émission. Qu'est-ce qui fait que Martin Perrault, on se connaît un peu, là, mais qu'est-ce qui fait que, Martin, tu es devenu entrepreneur? Est-ce que le fait que ton père, tes parents étaient entrepreneurs puis qu'ils avaient parti l'entreprise, tu as vagué évidemment là-dedans, des sofas, tu en as vu en masse dans ta vie, des poêles, des frigidaires et tout, mais est-ce que tu étais destiné à t'en aller là? Et c'était dans ton idée de devenir entrepreneur ou tu avais autre chose? Tu voulais devenir pompier, policier ou travailler dans la construction? Si tu avais su des rêves? Non, aucun autre rêve. J'ai étudié pour m'en venir chez Meubles JC Perrault. C'était clair pour toi, ça, là? c'était clair depuis peut-être l'âge de 10 ans. Wow! J'avais commencé par balayer dans l'entrepôt. Après ça, la livraison à 13 ans. Un petit peu de bureau, peut-être à partir de 16 ans. Les déménagements des meubles sur les planchers, la comptabilité, la livraison, la vente. Pour moi, j'ai tout fait ça, puis c'était clair depuis le début. Il n'y avait pas de temps à perdre. Je m'en allais dans l'entreprise familiale. Je suis l'employé numéro 3. C'est vrai? Puis, ben oui, parce que mon père et ma mère étaient numéro 1, numéro 2. OK. Donc, tu es arrivé avant ton frère. Ton frère est numéro 4. Tout petite entreprise. Ben même, il y en a d'autres qui sont arrivés entre mon frère et moi. Mon frère est allé en marketing à l'université. Okay. Donc, il est allé se parfaire. Puis, en fait, c'était une bonne affaire parce que, sincèrement, on a une bonne partie de la réussite de JC Perrault avec la mise en marché, avec la publicité qu'on a fait. On a tout à focusé dans la même direction. On a notre créneau. On a une belle entreprise dans les mains, puis je dirais que Stéphane, mon frère, a travaillé pas mal fort. Parce qu'au début, avec sa vision puis le côté marketing qui a fait que l'entreprise est devenue, en quelque sorte, d'une certaine façon, ce qu'elle est aujourd'hui. Là, oui, mais au début, c'était pas certain. C'était pas sûr. Parce que lui, contrairement à moi, je ne sais pas s'il voulait étudier pour s'en venir à 100 % chez Meubles JC Perrault. Puis il l'avait pas démontré comme il n'a pas fait tous les passages, mais la journée qu'il y a eu des compagnies qui se sont intéressées à lui, parce qu'à l'université, les tops, à un moment donné, ils sont recrutés, bien là, il a dit « Ouais, je pense que je suis prêt, là, je vais m'en venir avec vous autres. » Fait qu'on on était bien contents, contents de l'avoir. Et tu sais, de t'entendre parler de relève comme ça, entrepreneuriale, autant de votre côté, les parents étaient fiers de voir que les enfants veulent poursuivre. Mais il y a des entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui. On essaie de convaincre les entrepreneurs, justement, de se lancer en affaires puis d'aller au bout de leurs rêves. Il y a des gens qui nous écoutent, sont des gens entrepreneurs, puis ils salivent un peu parce qu'eux autres cherchent des repreneurs, parce qu'il y a 10 000 entreprises au Québec, si c'est pas plus, qui cherchent des repreneurs actuellement. Puis c'est pas évident, là. C'est pas écrit dans le ciel que les enfants vont suivre notre trace, là, tu sais. Fait que vous ayez ça de votre côté. Et là, qu'il y a une 3e génération, c'est-à-dire les tiens, maintenant, qui veulent poursuivre l'aventure. Écoute, c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas avoir. Oui, mais, tu sais, dans les années fin 80, début 90, les taux d'intérêt ont explosé. Il y avait des magasins de meubles dans toutes les villes et villages de la province au Québec.
au complet. C'était terrible, la compétition qu'il y avait. Aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus. Là. Il n'y a plus le magasin dans chaque village. Mais vous ne pouvez pas savoir le nombre d'offres que moi et mon frère, on a eu pour reprendre des commerces qui n'avaient pas de relève. Puis pourtant, ces gens-là, il y avait des enfants. Pourquoi qu'ils étaient obligés d'aller à l'extérieur? Bien, moi, je pense qu'en partie, il y a peut-être un petit problème avec le propriétaire de l'entreprise. Des fois, il faut vraiment travailler en fonction que les jeunes veulent prendre la relève. Puis, chez nous, ça a été clair. Mon père est arrivé, il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire dans l'entreprise quand je suis rentré? » Je dis « OK, bien, je pense que pour grandir aujourd'hui, c'est la spécialisation. Je voudrais me spécialiser électroménager. Es-tu capable de t'occuper du meuble? » J'ai dit ça à mon père. Il dit « Oui, c'est parfait, occupe-toi des électroménagers. » Puis quand mon frère est rentré, il a pris la division du meuble. Mais j'étais motivé. Et c'était un défi pour moi. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, les jeunes, quand ils veulent rentrer dans une entreprise, il ne faut pas juste leur faire un... Oui, il faut leur montrer comment faire tout ça, mais je pense qu'il faut que le défi soit là. Oui, tout à fait. C'était un gros défi chez nous, puis on voulait grandir, on voulait prendre l'expansion. Est-ce que tu dirais que, si quelqu'un qui songe, là, qui nous écoute, qui dit « Écoute, moi, j'ai le goût de me lancer, j'ai un salaire à l'extérieur, mais j'ai la chance de pouvoir entrer dans mon entreprise familiale, puis mes parents aimeraient que j'embarque, puis que, tu sais... » Est-ce que tu as senti que tu avais suffisamment de liberté pour prendre des décisions, amener de nouvelles idées, de nouvelles... Tu sais, pour faire croire différemment. Tu sais, ton père avait sa façon à lui de gérer son entreprise. Et là, les enfants arrivent. Et là, toi, tu as tes idées aussi de comment tu pourrais améliorer des choses ou tu vois ça peut-être d'un angle différent. Est-ce que tu avais cette liberté-là où tu devais te conformer? Parce que c'est souvent ce que les gens nous disent, tu sais, au niveau du reprenariat, dire « Je veux bien, mais je suis pas libre de faire ce que je veux. Tu sais, j'embarque dans une entreprise, mais on me guide encore. Tu sais, on lâche pas le morceau. C'est difficile pour quelqu'un qui a fondé son entreprise de lâcher le morceau. Tu comprends où je m'en vais? Tu sais? Oh, oui. Est-ce que ça a été le cas où tu as pu t'exprimer librement comme tu le souhaitais? Ou... Ben, chez nous, ça a été... On s'exprime librement. Okay. Mon père, le meilleur conseil qu'il nous a donné, c'est de ne pas regarder ce que les autres font, mais plus de regarder en avant, qu'est-ce qu'on peut faire pour être différent, puis de toujours continuer à évoluer. Pendant ce temps-là, les autres, ils vont regarder ce qu'on fait, puis ils vont essayer de nous suivre. Quand ils vont arriver où on était, on va déjà être rendu ailleurs. Et il l'a toujours fait en nous consultant. Puis il nous a toujours redonné... En fait, c'était nous autres qui avions le volant, là. Mon père, il était là, puis il nous encourageait, puis il voulait toujours faire partie des décisions, c'est normal. C'était le portefeuille. C'était lui, jusqu'avant 1997, c'était la compagnie était à 100% à lui. Et il nous a intégrés dans la compagnie. Il a fait de façon à ce qu'on soit motivé, qu'on veuille rester. On avait des projets d'expansion, il disait jamais non. C'était plus à nous autres à dire « OK, c'est beau, on y va ». Puis au début, peut-être que moi et mon frère, on n'était pas... on était peut-être facile. On ne s'imposait pas à dire à mon père « Écoute, si tu veux pas embarquer là-dedans, nous autres, on s'en va. » Ou « Tu vas augmenter mon salaire parce que sinon, je m'en vais. » Non, c'était « Ben regarde, qu'est-ce que tu peux faire pour nous, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. C'était aussi facile que ça. Il y a peut-être d'autres caractères, parce que moi, j'ai un gars aussi. Mon fils n'est pas dans l'entreprise de J.C. Perrot. Il gagne très bien sa vie. Il est en mécanique diesel, la grosse mécanique. Il adore ça, il trippe. Tant mieux pour lui. Mais avec le caractère qu'il a, dans une entreprise, je pense que ça aurait été compliqué. OK. Donc, il le savait, puis en quelque part, il a trouvé sa niche, lui, de son côté. Oui. C'est bien correct. Oui, mais actuellement, c'est ça. Mais il vieillit, lui aussi. Puis ça ne m'étonnerait pas. Puis même, il a commencé à m'en parler qu'un jour, il apporte sa business, lui aussi. Okay. Tu sais, quand tu es assis à une table, puis tu as des entrepreneurs autour de la table qui discutent entre eux autres régulièrement. Nous autres, là, quand il y a un party de famille, puis mon père est là, mon frère, on parle discute. de business, là. Ben, veut pas. Des fois, on déborde. Autour de la dinde, de la tourtière, on parle de business. Les enfants, ben ils écoutent, puis c'est pas un milieu qui est comme normal. Puis je pourrais donner un autre exemple. Ma fille, au cégep,
Puis il y avait un programme, il fallait qu'il monte un programme marketing. Puis ça donne que c'est une de ses très bonnes amies, c'est la fille de Patrick Morin. Ouais. Puis là, après ça, il y avait un autre gros business. Ils étaient comme tous les trois ensemble. Eux autres, ils étaient ensemble, puis ils ont monté leur programme. La professeure a dit, crime, vous venez de où, vous autres? Ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait que vous avez pensé à tout ça? Ben oui, mais c'est comme ça chez nous. On fait ça pour le fun. Ouais. C'est le plaisir. Oui, c'est ça. Quand tu regardes le chemin parcouru, Martin, là, aujourd'hui, tu fais de l'immobilier aujourd'hui, tu as fait 30 ans avec JC Perrault et tout ça, tu laisses la place à la relève tout doucement, puis tu t'es monté un parc immobilier, puis tu as fait d'autres choses pour t'amuser aussi en même temps là-dedans, puis construire quelque chose, laisser un legs. Est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment aujourd'hui quand tu regardes ça? Est-ce qu'il y a des choses, un parcours que tu ferais différemment ou tu penses que c'est le chemin que tu avais? Je pense que c'est un bon parcours. T'sais, même si je dirais il y a des choses que je voudrais faire différemment, si je les aurais faites différemment, bien, peut-être que je me serais planté. Peut-être que ça aurait été mieux. Mais dans l'ensemble, il faut regarder les points positifs. Il y a plus de positifs que de négatifs. Puis si on prend plus de bonnes décisions, on va toujours arriver à ce qu'on veut. Mais non, je suis content. Puis le projet qui a fait en sorte que j'ai fait d'autres choses, c'est le complexe JC Perrault. C'est le complexe qui a été bâti pour, en fait, réinvestir dans la communauté, pour ordonner. On est chanceux, on était bien reçus. On l'a travaillé, mais on était bien reçus par la communauté. Aujourd'hui, on est ce qu'on est parce que il y a eu des gens qui étaient là, il y a des gens qui ont cru en vous, qui a fait que JC Perrault est devenu ce qu'il est devenu, et vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Donc, la famille redonne aussi à la communauté. C'est en plein ça. Bien, Martin, c'était un réel plaisir de te recevoir à l'émission. Tout le temps qu'on avait, ça va tellement vite. C'est pas long, hein? Ça n'a pas de bon sens. Non, mais c'est une émission. Écoute, on n'a pas eu le temps de parler trop. Ouais. Mais écoute, ça veut juste dire que quand on a des invités comme ça qui sont capables de nous entretenir sur l'entrepreneuriat, bien, on est appelé à les rappeler. Alors, c'est possible qu'on te rappelle pour un volet numéro 2. Bien, ça me fera plaisir. Martin, merci d'avoir été là. Merci. Merci à toi.